suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Sacro Bosco, le bois sacré, est un jardin mystérieux situé au nord-est de Rome. C'est l'œuvre d'un personnage singulier de la Renaissance italienne, Vicino Orsini, seigneur de Bomarzo. Après une longue carrière de militaire et de mercenaire, il fait bâtir au pied de son château un parcours qui reflète encore aujourd'hui sa détermination à exprimer ses idées non conformistes. Chaque élément du décor du jardin est ici précisément mis en scène. Vicino Orsini crée les premières œuvres dans les années 1550 et embellit le jardin jusqu'à sa mort en 1584. Il nous entraîne dans un parcours labyrinthique autour d'une trentaine de sculptures et de monuments aux formes surprenantes. Maria Luisa del Giudice est architecte conservatrice du jardin de Sacro Bosco. Maria Luisa, quand on est au Sacro Bosco, on voit bien qu'on est à l'opposé du style des jardins de cette deuxième moitié du XVIe siècle, de la Renaissance italienne. On n'est pas dans un jardin régulier, on est plutôt dans une sorte de sentier forestier, d'un parcours avec un début et une fin. Oui, son créateur, Vicino Orsini, l'appelait d'ailleurs « mon petit bois ». Il ne l'a jamais appelé mon jardin, mais « mon petit bois ». Et par ailleurs, je trouve que les arbres qui constituent cette forêt, les chênes, les lauriers, les châtaigniers, ce sont tous des arbres qui sont un petit peu crochus. On a vraiment l'impression de rentrer dans un conte de fées, dans Blanche-Neige par exemple. Et ça fabrique une ambiance, ça fabrique une atmosphère. Oui, bien sûr. C'était un bois obscur, mystérieux, avec des filets de lumière qui entraient ici et là entre les arbres. Et puis ce que je comprends de ce jardin, c'est qu'on est le long d'un sentier avec des ponctuations qui sont représentées par des statues comme des petites charges émotionnelles le long du parcours. Il voulait que ces statues aient plusieurs significations. Une des premières sera de tester la culture de ses amis, car chaque statue, chaque sculpture a plusieurs sens. En fonction de chaque culture, elle peut être interprétée d'une manière ou d'une autre. D'autre part, il voulait qu'elles soient les représentations de nos peurs, des peurs humaines. Par exemple, cette bouche quasi infernale. Si, quand on la regarde de l'extérieur, elle nous fait peur et qu'on essaye de s'échapper, c'est comme si on n'arrivait pas à affronter nos peurs. Si par contre on rassemble notre courage et entrons dans la bouche, nous verrions que ce n'est pas quelque chose qui est si redoutable. C'est un joli lieu dans lequel il est même agréable de rester quand il fait chaud dehors. Par conséquent, il voulait nous dire que nos peurs, nous devons les affronter parce qu'au final, elles ne sont pas si terribles comme on le croit lorsqu'on les fuit. Et puis Vicino Orsini, il va piocher dans tout un tas d'éléments de son imaginaire, autant l'Asie que le Nouveau Monde, que les gravures médiévales et puis les temples étrusques. Oui, ça c'est le monde de Vicino. C'est Vicino. À l'origine, il vient d'une terre étrusque.
Mais c'est un homme cultivé qui transporte avec lui en ce lieu sa culture, tous les poèmes de l'époque. De plus, pour son travail, il était militaire, il avait voyagé dans toute l'Europe. C'était la période où avait été découverte depuis peu l'Amérique. Donc, on parlait du Nouveau Monde. Il y avait des choses qui arrivaient de ce Nouveau Monde, qui, ici, étaient complètement inconnues. Il assimile toutes ces choses, les mélange et les reproduit ici, à Bomarzo. Dans le bois sont disséminées des séries d'inscriptions avec des vers de 10 syllabes. Sur celle-ci en particulier, Vicino explique que dans le monde, il existe d'innombrables merveilles, mais que le petit bois ressemble uniquement à lui-même et pas aux autres. Cela veut dire qu'il est unique dans sa beauté, dans son originalité. Le Sacro Bosco de Vicino Orsini se déploie dans un vaste sous-bois. Un sentier serpente à flanc de montagne, depuis l'entrée principale en fond de vallée, en passant par la maison penchée, pour finir au temple dédié à sa femme Giulia. Le chemin s'ouvre sur une succession de scénettes composées de statues énigmatiques ou d'hommages au patrimoine étrusque de la région. Tous les ouvrages de Sacro Bosco ont été directement taillés dans la roche volcanique. Et si l'on ignore qui les a sculptés, on sait en revanche que Vicino Orsini supervise lui-même le chantier. Il s'inspire du savoir-faire des Étrusques, dont la présence dans la région est avérée par de nombreux vestiges. Salvatore Foschi est archéologue amateur. En 2008, il a dégagé de la végétation un monument attribué aux Étrusques. C'est là. Ah, c'est extraordinaire, c'est ça ta pyramide? Oui, c'est la pyramide. Elle est également appelée Pierre du Prêcheur par les gens d'ici. Regarde où je t'emmène. Fais attention à la tête, parce que ça fait mal, ça. Regarde ce lieu. Le temps s'arrête ici. Ça, c'est vraiment un lieu mystérieux pour beaucoup de gens. Très intriguant. D'un point de vue officiel, on le considère comme un monument rupestre, taillé dans la roche affleurante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit souvent comme un monument funéraire, mais ça pourrait être aussi un lieu où ils observaient les astres, ou encore un monument sacrificiel. Il y a tellement d'hypothèses. Mais au final, rien de sûr. Donc ça reste un monument un peu mystérieux, disons, pour celui qui croit au mystère. C'est un peu mystérieux, et c'est ça qui est beau. Salvatore Vicino, il avait une passion pour ces terres. C'est des terres étrusques, un territoire étrusque. Ici, c'est une culture, la culture étrusque, qu'on connaît mal. C'est assez mystérieux. Effectivement, les Étrusques qui ont vécu ici au 7e siècle avant Jésus-Christ se sont ensuite déplacés vers d'autres villes, comme par exemple Tarquinia, Tuscania ou encore Volci. Ici, ils avaient des conditions favorables pour prospérer. C'est une population qui était pauvre, mais qui s'est enrichie au fil du temps. Quand les Romains ont dominé la région, ils se sont appropriés les idées des Étrusques. Et donc, les Étrusques se sont retrouvés dépossédés de leurs travaux et de leurs idées. Les Romains les ont ensuite transformés en quelque chose de grandiose dans leur empire. Voilà ce qui s'est passé. Et alors, Vicino, qu'est-ce qu'il venait chercher finalement dans ces ouvrages étrusques, dans cette culture étrusque?
Orsini connaissait ces lieux. Aujourd'hui, au Sacro Bosco, on voit d'immenses blocs de pierre qu'il a transformés en s'inspirant du passé. Si on regarde bien, on voit l'imagination dont l'artiste a fait preuve en transformant les rochers. Vicino Orsini s'inspire de la civilisation étrusque, mais il ajoute sa touche personnelle et crée un style qui le rapproche du mouvement maniériste. Ce courant se distingue à la fin de la Renaissance italienne par son refus des règles traditionnelles d'harmonie et d'imitation de la nature. Chaque artiste affirme sa liberté, voire son extravagance. Renata Samperi est professeure d'histoire de l'architecture à l'université de Rome Sapienza. Renata, ça c'est une forme de statue qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans les jardins européens. En effet. Disons que Bomarzo voulait vraiment émerveiller, étonner, surprendre, avec ses extravagances, dans l'esprit maniériste. Et alors concrètement, Renata, le maniérisme, comment il s'exprime sur cette tortue ? L'important, c'est la relation entre les éléments, entre les dimensions des différents éléments. La tortue gigantesque et la statue très petite. La tortue, comme la statue, sont sculptées de manière plus ou moins classique, mais c'est vraiment le rapport entre les dimensions qui crée cet effet d'extravagance. Ce manque d'harmonie est vraiment une des caractéristiques avec lesquelles Orsini voulait étonner, presque choquer ses visiteurs. Il aimait la compétition, alors il voulait être original par rapport aux autres jardins. Ensuite, il y a également un contraste entre les matériaux, qui sont travaillés de manière très différente. Et ça, c'est très important. Évidemment, la statue est bien plus aboutie, bien plus raffinée que la tortue, bien plus naturaliste. Elle semble quasiment jaillir de la roche, de la nature, en lien direct avec la nature environnante, avec les matériaux du lieu. Ça, c'est un autre aspect important. On voit ça très bien ici. En effet, elle naît de la terre même, donc il y a une notion de continuité. Là maintenant, on peut aller voir d'autres œuvres. Il y en a une vraiment sensationnelle. C'est la maison penchée, où on peut observer d'autres caractéristiques significatives du maniérisme. Voilà, nous sommes arrivés. C'est la petite maison penchée. C'est un autre exemple très significatif d'une réalisation dite maniériste. Comme les statues, celle-ci aussi semble jaillir du sol. Mais c'est une architecture plutôt conventionnelle. Elle n'est pas comparable à d'autres architectures de cette période, qui sont beaucoup plus originales. Mais ce qui bouleverse l'observateur, c'est qu'elle soit volontairement penchée. L'osservatore è il fatto che appunto sia volutamente pendente. Voilà les escaliers jusque-là, ça va. C'est quand on rentre que ça devient plus compliqué. Oui. Alors là, l'effet, il est immédiat. Mais je trouve qu'on dirait plutôt un effet psychédélique qu'un effet psychologique, parce qu'on est tout de suite étourdi, en fait, quand on rentre dans cette maison. Oui, quasiment un malaise physique. Et je trouve que pour retrouver son équilibre, il faut vraiment qu'on sorte, en fait. Oui, on peut essayer.
À la mort de Vicino Orsini, en 1585, le jardin est abandonné pendant près de 350 ans. C'est au milieu du XXe siècle qu'il est redécouvert, notamment grâce à Salvador Dali, qui se passionne pour le maniérisme et les statues insolites du lieu. Il tentera même, en vain, d'acheter le jardin au gouvernement italien. Dans les années 1950, la famille Bettini acquiert la propriété. Sacro Bosco reste encore aujourd'hui une source d'inspiration pour les artistes, comme Tommaso Caccella, peintre et plasticien. Il connaît le parc depuis son enfance. La personnalité de Vicino Orsini et les statues du bois nourrissent son imaginaire. Tommaso, c'est quoi ta perception du personnage d'Orsini ? Orsini était un personnage de son temps, un personnage moderne. C'était un guerrier, mais un guerrier marqué par la vie tumultueuse qu'il a eue. Et dans ce lieu très étrange, il ne s'est pas inventé une retraite tranquille. Il a développé son intériorité. Il revendique le monstrueux, l'absurde. Il remet en cause l'Église à une époque de grands bouleversements. Il était absolument païen. Il puise son inspiration dans l'Antiquité, la beauté. Et il était également nourri par l'érotisme, avec une attirance très forte pour la mort. Viens, c'est mon atelier. Je travaille ici. Là, ce sont les fenêtres qui donnent sur l'étrurie. Et là, ce sont mes couleurs. La couleur, je la fais tout seul. C'est très important, parce que mes tableaux sont denses en couleurs. Mais là, Tommaso, quand on voit tes étagères et tous tes pigments, on voit que tu as une gamme colorée qui est très variée. Quand on regarde le paysage, je ne dirais pas que c'est pas varié, mais on est quand même plutôt sur des beiges, sur des gris, sur des verts. Le paysage est immergé dans la lumière, et la lumière a toutes les couleurs. Quand tu vois un paysage, oui, il est vert, mais l'histoire de l'art enseigne que les paysages portent toutes les couleurs de l'âme. La couleur de la pierre, elle est importante aussi ici. Là, elle se démarque des verts de la forêt. Pour les couleurs, cette région est très grise. C'est à cause du pépérin, cette pierre volcanique. C'est une couleur gris plat. Et c'est probable qu'Orsini, qui n'en pouvait plus de ce gris, a peint ces statues fantastiques. Le parc des monstres était coloré. Comme les statues romaines, tout était coloré. À l'époque, la couleur était un privilège. Il n'y avait pas de voitures colorées, ni la télévision en couleur. Nous, aujourd'hui, nous sommes submergés par les couleurs. À cette époque, c'était quelque chose de précieux. Un hôtel devait être coloré. Et la couleur, c'est le moment le plus sacré de l'art. Depuis toujours, les autels des églises sont très colorés, avec la Madone, avec des bleus précieux, avec de l'or, avec des rouges. Et le jardin même de Bomarzo était entièrement coloré. L'artiste est vraiment le directeur des couleurs, qui sont un signe de vie, un hommage au côté sacré, au mystère. Si la plupart des sculptures du Sacro Bosco étaient colorées, avec le passage du temps, les mousses et les lichens ont eu raison des couleurs d'origine. Alessandra Risolo, restauratrice, vient régulièrement travailler sur les statues endommagées. Alors Alessandra, tu es en train de faire ta visite de contrôle, c'est ça ? Oui, je suis en train de contrôler une intervention que nous avons déjà faite sur les plis de la jupe du guerrier.
Le guerrier représente en réalité le fils d'Orsini qui est mort à la guerre. Et nous sommes intervenus uniquement à cet endroit parce que là, il y avait un état de dégradation évident qui risquait de faire disparaître des reliefs. Comme on peut le voir, il y a eu une attaque microbiologique et on a déjà perdu des portions du relief, des détails des plis, qui ont été ensuite colmatés pour protéger les zones de fracture. Et là, ça va. Oui, ça va plutôt bien. Alessandra, là, l'éléphant, il est édifiant. On voit bien comment il est sculpté directement dans la masse sur cette pierre qui affleure. C'est une pierre particulière qui a tendance à accueillir ce type de lichen, ce type de mousse. Oui, le pépérin est une pierre particulière parce que c'est une pierre d'origine magmatique. Cette roche est un agrégat de sédiments du volcan et c'est une pierre constituée de différents éléments qui lui donnent une composition particulière. C'est une pierre très résistante, mais elle a une surface poreuse. Même si le monument ou le bâtiment vient juste d'être construit, elle a tendance à maintenir l'humidité, ce qui a pour conséquence l'attaque par les micro-organismes. Donc Alessandra, ça c'était une visite de contrôle. Aujourd'hui, tu travailles sur la crinière du lion qui est en train d'attaquer le dragon, là, juste à côté. Oui, je dois intervenir là-bas car c'est une partie effectivement très attaquée par les micro-organismes. Allons-y. Merci. Mais c'est millimètre par millimètre, là. Donc Alessandra, là, tu es en train de retirer le lichen, mais j'imagine que c'est insuffisant. Il y a d'autres opérations. Oui, après cette première opération pour réduire un peu la surface du lichen, nous poursuivons en appliquant un produit chimique. Cette opération-là est vraiment très sommaire. Elle sert à mieux faire pénétrer le produit. Alors moi, je trouve que quand même, ce lichen, il est beau. Ce lichen, il participe à la patine du jardin. Finalement, c'est un peu terrible. Tu l'enlèves parce qu'il faut l'enlever. Mais c'est lui qui fait que ces statues sont belles aussi. Oui, je suis d'accord, mais je suis finalement contrainte de sacrifier certaines choses et dans la douleur, car effectivement, elles font partie du paysage. Elles contribuent au charme que nous offrent ces œuvres sculptées. Mais nous devons arriver à un compromis. Nous devons contenir l'attaque des micro-organismes pour préserver l'œuvre, la conserver. Nous n'arriverons jamais à combattre complètement l'attaque biologique parce qu'elle se recrée indéfiniment avec le temps, mais nous avons un devoir de vigilance. Il faut être vigilant, mais ne jamais agir avec trop d'obstination, car de toute façon, les micro-organismes vivent plusieurs siècles. Maria Luisa Sacrobosco, finalement, il naît et il meurt avec Orsini. Finalement, c'est un jardin qui est autobiographique. Le jardin naît et grandit avec Vicino Orsini, mais il ne meurt pas avec lui. Aujourd'hui, il est vivant, très vivant. Le temple est dédié à sa femme Giulia, qui est morte prématurément. De la même manière, son fils, qui est mort dans la bataille de Lépante, est représenté par le soldat recueilli par l'éléphant. C'est aussi un parcours douloureux. Le petit temple est l'unique élément qui pouvait se voir depuis le palais. Vicino Orsini pouvait le regarder et se souvenir de sa femme Giulia. Mais ce petit temple signifie également la récompense pour celui qui a vaincu tous les monstres
qui représentent l'adversité et les peurs de la vie. Si on a le courage d'affronter ses propres peurs, on arrive sur cette petite colline qui représente un peu le paradis, donc la récompense finale dans ce parc qui est un véritable parcours initiatique. Sur l'île volcanique d'Ischia, dans le golfe de Naples, le domaine de l'Amortella surprend par l'exubérance de sa végétation tropicale. Depuis le fond de vallée, les chemins sont creusés dans la roche volcanique. Ils sont plantés d'essences méditerranéennes et mènent jusqu'au sommet du jardin, offrant des vues splendides sur la ville de Forio et la mer. Le compositeur londonien Sir William Walton s'installe à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec sa jeune épouse Susanna, dans ce qui n'est encore qu'une carrière de pierre volcanique. Avec le paysagiste anglais Russell Page, ils composent un jardin singulier. Alessandra Vissinghera est la présidente de la Fondation Walton et de l'Amortella. Alessandra, pourquoi William Walton et Lady Susanna choisissent Ischia et l'Amortella pour construire leur demeure et leur jardin? En réalité, Ischia a été un choix fortuit. Mais William Walton avait toujours voulu vivre en Italie. Ainsi, quand il a épousé Susanna, ils se sont rendus dans une agence de voyage et ont demandé une maison dans la baie de Naples. On leur a répondu « Naples a été bombardée, l'Italie sort à peine de la guerre, c'est une catastrophe, tout a été dévasté. Nous n'avons pas de maison. » Par chance, un employé de cette agence s'est souvenu qu'il devait y avoir une maison à Ischia. La seule exigence de William Walton était qu'il y ait un piano. Et le hasard a fait qu'il y en avait un. Ensuite, ils ont ouvert un atlas, regardé, et ont dit « Ischia, d'accord. » Et ils ont décidé d'y aller. Arrivés à Ischia, ils en sont tombés amoureux. Susanna avait toujours rêvé de créer un jardin. Elle était issue d'une famille de propriétaires terriens et avait toujours aimé les plantes. Elle a même quitté l'Argentine, aussitôt après s'être mariée, emportant avec elle des graines de plantes tropicales qui n'avaient aucune chance de survivre à Londres. Elle s'est dit qu'ici, c'était le lieu idéal pour cultiver ces plantes. Il n'y avait pas du tout de jardin ici, il y avait juste une bâtisse. Il n'y avait absolument rien. Il y avait quelques plantes, des châtaigniers dans la partie basse car c'est une zone naturellement plus humide et plus acide, et de vieux oliviers dans la partie haute. C'est tout. Mais elle raconte que ces énormes blocs de pierre, issus d'une éruption volcanique d'il y a 10 000 ans, avaient quelque chose de si fascinant qu'ils ont décidé d'acheter. Les Walton transforment cette carrière en un étonnant jardin botanique qui marie les plantes méditerranéennes aux plantes exotiques.
Depuis 1992, le jardin est ouvert au public. Le jardin de la Mortella descend des sommets de la colline jusqu'au fond de la vallée. Sur la colline, Lady Walton a aménagé des espaces, comme par exemple la cascade du crocodile ou le pavillon thaïlandais. Plus bas, le jardin s'adosse à la paroi rocheuse, jalonnée de cheminements et de plantations d'essences méditerranéennes. Un amphithéâtre accueille des concerts. Devant la demeure se situe le jardin tropical. Il est composé de plusieurs bassins, de larges massifs plantés d'essences exotiques et d'un splendide espace arabo-andalou. Alessandra, comment s'y prend-on pour établir un jardin dans un site aussi complexe, dans une carrière? C'est effectivement un lieu très complexe. Quand Lady Walton commence à s'occuper du jardin, à cultiver les premières plantes, elle se rend compte qu'elle ne peut pas aménager seule un espace aussi difficile. Elle fait appel à Russell Page, car elle possédait son livre « L'éducation du jardinier », bible de tous les jardiniers de cette époque, et elle a une grande admiration pour cet architecte du paysage. Au début, il dessine un jardin adapté à un climat aride, un jardin aux plantes très résistantes au climat méditerranéen, avec de simples allées. Par la suite, il dessine les premières fontaines, car William veut un jardin très musical, un jardin qui chante, et le bruit de l'eau est la plus belle musique d'un jardin. Alors Russell Page, c'était un paysagiste qui était un adepte du jardin formel, du jardin géométrique, on le connaît surtout pour ça. Il est anglais. Et il fait une sorte de synthèse avec toutes les écoles de pensée du jardin en Europe, la France, effectivement, la Grande-Bretagne, mais aussi l'Andalousie. Et c'est un très bel exemple qu'on a ici. Son travail culmine avec la création de ce Ril, ce petit cours d'eau d'inspiration islamique, avec la fontaine à 8 côtés, chiffre porte-bonheur dans le monde islamique, dessinée à l'occasion du 80e anniversaire de William. Et c'est pas seulement une fontaine arabo-andalouse qu'il va nous offrir ici, mais c'est aussi une ligne, quelque chose d'extrêmement régulier qui va autoriser sereinement un grand chaos de feuillage et de grands arbres. En effet, c'est un élément très géométrique, très droit, qui apporte un sens, un rythme, une régularité à la grande végétation exubérante qui explose de toutes parts. Mais pas seulement, c'est un élément qui crée du son. L'eau qui s'écoule crée ce bruissement. C'est un élément qui rafraîchit l'air, aussi bien physiquement, car il rafraîchit vraiment en déplaçant l'air chaud, que visuellement, car on voit tous ces points d'eau qui donnent une sensation de fraîcheur. Et puis, cela attire les oiseaux, et leur présence rend le jardin vivant et plein de musique. Lady Susanna et Russell Page offrent à William Walton un jardin où il peut composer en toute quiétude, loin du tumulte londonien. Spécialiste de l'œuvre de William Walton, Lina Tufano est responsable de la programmation musicale du jardin. Lina, William Walton était un compositeur très connu dans le monde anglo-saxon, un tout petit peu moins dans le reste de l'Europe. Qui était-il ? En réalité, Walton est un musicien de grande envergure, d'une grande force expressive. Il a touché à tous les domaines de la musique.
la musique de chambre, la musique symphonique, la musique chorale, les concertos pour instruments et orchestres, sans oublier les célèbres bagatelles pour guitare, qui sont considérées par tous les guitaristes, par tous les critiques musicaux, comme faisant partie des morceaux les plus extraordinaires jamais écrits pour cet instrument. Elles furent composées ici, dans ce jardin. Toute sa musique, à partir des années 60, a été composée ici, dans cette villa. Il n'avait pas besoin du piano pour composer. Ainsi, avec sa partition sous les yeux, il pouvait s'asseoir sur un banc, en face du petit lac. Ici, par exemple. Oui, même ici, sur ces magnifiques petits sièges anglais. S'asseoir, contempler, être protégé par les plantes. Et il traduisait en musique toutes les sensations qui lui venaient de cette lumière, du fait d'être immergé dans la nature, dans le miracle de la création qu'était ce jardin. La richesse du jardin tropical est une prouesse de Susanna Walton et Russell Page dans cette carrière qu'on disait stérile. Alessandro Matera, expert en botanique, et guide au jardin de la Mortella depuis 10 ans. Alessandro, même si on voit des taches colorées là, avec les émérocales, avec les clivias, les bromélias, la Mortella, c'est surtout un jardin de feuillage, un jardin de texture. Absolument. Venez voir ce cycas, par exemple. Regardez la structure de cette plante. Elle est très belle. Ici, on peut voir la forme, mais également la partie des jeunes feuilles qui poussent à peine. Elles sont magnifiques. Regardez la différence de couleur et de structure. Bientôt, ces petites feuilles s'ouvriront pour former une trame similaire à celle-ci. Il y en a d'autres que j'aime énormément, comme la feuille des fougères arborescentes, appelée crosse de fougère. Elle a un peu la forme d'un bâton de berger, toute recroquevillée, qui s'ouvrira. Ici aussi, c'est une toute autre trame. Elle forme de magnifiques dessins géométriques. Alors, Alessandro, tout ça, c'est très esthétique, cette idée de plantes géométriques, de plantes structurées. Mais il y a aussi l'idée de choix de plantes très sensuelles, de plantes qu'on peut toucher. Absolument. La plante vous procure des sensations. Et c'est une idée que Lydie Walton a immédiatement saisie. Russell Page avait pensé à un jardin plutôt intime, de façon à ce que le compositeur, en sortant de son bureau après des heures et des heures de travail, puisse être caressé par les plantes. C'est pour cela que les sentiers du jardin sont étroits. Les visiteurs sont contraints d'avoir un contact permanent avec les plantes. L'ensemble se révèle encore, outre par les formes géométriques, par les jeux d'ombre et de lumière. Celles-ci, filtrant à travers toutes ces structures géométriques, créent des jeux infinis sur le sol, que l'homme aperçoit et qui procurent aussi du bien-être. À la fois des ombres portées, mais aussi des transparences, derrière les alocasia, par exemple. L'alocasia est celle que je préfère en termes de jeu de lumière. Avec cette veinure infinie, sa trame magnifique. La diffusion de la lumière est si harmonieuse qu'elle semble être l'énergie même de la plante. En
En quête de lumière et de couleurs, l'artiste peintre Jeanne de Genevray installe régulièrement son chevalet sous les arbres du jardin tropical. Et alors Jeanne, tu arrives à la capter, cette lumière si compliquée de la Mortella? Oui, mais en fait, la lumière ici, c'est quelque chose de vraiment unique parce que c'est une lumière qui vient un peu traverselle parce qu'on est un peu dans une espèce de vallée toute petite et qui fait que la lumière est diagonale toujours et toujours aussi modelée en anglais. Comme de la dentelle. Comme de la dentelle par l'effet d'avoir une canopée très très haut au-dessus de nous. Découpé. Découpé, voilà. C'est le mot. Et tu as l'habitude de peindre dans les jardins. Qu'est-ce qui fait que celui-ci est différent des autres jardins? Ce jardin a quelque chose d'unique que moi, je n'ai jamais vu. D'abord parce que nous sommes sur une île. Et ce qui a quelque chose d'assez unique, c'est que c'est un volcan. Et donc, il y a une espèce de humus qui émane quelque chose qui mélange avec l'air ici, qui fait que la lumière est très haute résolution, high resolution. Ah ouais. Il te faut combien de temps pour faire un tableau? Toute ma vie. Toute ta vie. Non, mais là, tu vas t'arrêter, par exemple. Oui, non, mais je dis ça toujours. Mais bon, devant le sujet, on est devant le sujet, comme tu vois bien, là. Avec les clivias. Les clivias. Les bromélias. Les bromélias qui sont là, donc les couleurs sont bien justes et le placement aussi. On voit les clivias. Les clivias que tu as esquissés en quelques coups de pinceau. C'est ça. Et tu as réussi à avoir tout de suite la fleur. Oui. Et comment la lumière, elle se comporte là dans tes fleurs? Si tu vois, au moment où j'ai peint les clivias, la lumière passait à travers. Et donc, j'ai laissé ce qu'on appelle les réserves, donc les espaces blancs, pour montrer cette lumière qui traversait. Et je ne reviendrai plus dessus parce que, bon, ça a capté l'essence, l'énergie de cette plante. Alessandro, ce qui est difficile à croire quand on entend le clapotis des bassins en contrebas, c'est que le jardin n'était connecté à aucune source d'eau dès l'origine. Exactement. Ça semble insensé. Comment peut-on créer un jardin botanique là où il n'y a pas d'eau? Mais avec beaucoup de volonté, comme celle de Lady Walton, même les projets les plus fous sont devenus possibles. Et elle a réussi. Heureusement, quelques années après qu'elle ait commencé à travailler sur le jardin, des canalisations sous-marines transportant l'eau de Naples à Ischia ont été installées. Donc aujourd'hui, nous recevons l'eau du continent. Mais lorsqu'elle a commencé, elle a dû s'organiser en fonction de l'aridité, d'une terre presque sèche. Pourquoi? Tout part de cette roche. Russell Page a étudié très minutieusement les origines géologiques de ce lieu. Et il a observé que la lave avait d'abord coulé dans les profondeurs de la mer. Une fois ces profondeurs remplies, la lave a commencé à s'accumuler pour créer la colline que nous voyons là, qui nous surplombe. Cette colline et ses origines confèrent à l'île 3 caractéristiques qui permettent la croissance de plantes tropicales. La première, le vent qui heurte la colline se soulève, et ainsi la partie basse du jardin est bien protégée. La deuxième, quand le volcan est entré en éruption, il a entraîné les troncs des arbres de l'île, qui, se décomposant lentement, ont donné de l'humus. Nous pouvons d'ailleurs le voir ici. Regardez cette terre. C'est une terre très fertile, que nous ne trouvons pas sur le reste de l'île, mais elle abonde dans cette petite zone.
La troisième caractéristique est que cette roche se réchauffe énormément pendant la journée. Elle diffuse la chaleur durant les premières heures de la nuit, contribuant ainsi à réchauffer et créer un microclimat qui permet la pousse de plantes tropicales. Alessandro, c'est donc un jardin qui fait vraiment appel au génie du lieu. Dans le creux, le jardin subtropical avec l'humus qui s'accumule. Et puis contre la paroi, un jardin vertical qui nous amène jusqu'à la colline. Oui. C'est magnifique car c'est très varié. Là, la roche est chaude. On sent la chaleur qui en émane. Ensuite, on découvre un jardin complètement nouveau. Regardez Jean-Philippe, nous y sommes. Ici s'ouvre une porte invisible donnant accès à un monde, à un jardin complètement différent, haut en couleurs et en parfums différents. Ici, nous avons du pittosporum. Vous êtes venu au bon moment, je dois dire. Toutes ces plantes sont typiques de la forêt méditerranéenne. Là, c'est un pistachier. Ici, de la bruyère, que nous surnommons scopa, ce qui veut dire balai, car on l'utilisait pour en fabriquer. Le romarin, là. Le romarin, oui, bravo. Les chênes verts. Les chênes verts, l'immortel d'Italie et les chrysum italicum. Et voici le roi du jardin, ou plutôt la reine. Il s'agit de la mortella, le myrte. C'est la plante qui a donné son nom au jardin. Dans notre dialecte napolitain, nous appelons le myrte mortella. Et cette zone était déjà désignée par les habitants par ce nom. Lady Walton n'a rien fait d'autre que reprendre un nom répandu sur l'île. La mortella. Et alors, quand on regarde les cystes, elles ont besoin de rien pour pousser, là. Vous êtes venu lors d'une période très favorable, car la floraison du cyste est très brève. Et Alessandro, on passe très rapidement finalement d'un univers et puis d'un habitat peu familier, tropical, à quelque chose d'extrêmement familier, méditerranéen. C'est ce qui époustoufle tous ceux qui visitent le jardin. Comment est-ce possible de passer d'un environnement aussi humide, ombragé, à un environnement aride, exposé, la lumière, ouvert sur l'horizon, et avec des couleurs complètement différentes, qui changent entièrement avec la lumière du soleil. Et le rapport à la mer aussi. Oui, exactement. À la mort de William Walton en 1983, Susanna poursuit l'aménagement de la colline. Elle imagine même de petits stratagèmes pour que les visiteurs acceptent de gravir les marches. Elle varie les ambiances avec un pavillon thaïlandais et son jardin oriental, ou un jardin aquatique que garde un crocodile. Susanna fait vivre l'amphithéâtre avec des concerts et consacre la serre du Temple du Soleil à la musique. Toute sa vie, elle aura dédié son jardin aux compositeurs qu'elle aimait. Nous voici arrivés dans le lieu où reposent les cendres de William Walton. Lady Walton a décidé de faire de ce lieu la dernière demeure de son mari, car il aimait venir ici. Il aimait s'asseoir ici, regarder la mer et voir le coucher de soleil. Cela procurait à son âme une inspiration particulière. Tous les musiciens, surtout les guitaristes, viennent ici pour s'inspirer de ce rocher, car ils ressentent son esprit.
Ça n'est pas qu'un simple jardin où l'on fait de la musique. On sent qu'il y a un esprit particulier. L'âme de Walton flotte partout. Lady Walton disait que William n'est jamais parti d'ici. On peut le sentir, c'est palpable. Tout musicien ressent vraiment cela.